À force d'essayer d'atteindre l'excellence, les sportifs de haut niveau développent des compétences comportementales ultra pointues. Et si nous pouvions utiliser toutes ces compétences, ces méthodes, ces rituels, ces bonnes pratiques dans notre vie professionnelle pour mieux performer en entreprise? Je suis David Fass, le fondateur de Maggie, l'entreprise qui transforme les sportifs de haut niveau en consultants sur les soft skills et plus globalement sur les enjeux humains pour les aider à financer leur carrière. Et dans ce podcast, je vous propose de découvrir nos championnes et nos champions et leurs expertises pour découvrir en quoi ils peuvent vous aider à mieux atteindre vos objectifs pro et même personnels. Bonjour Cédric. Salut David. Ravi d'échanger avec toi et de te découvrir un petit peu. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu, nous en dire un peu plus sur qui t'es, d'où tu viens, un peu comment tu as commencé le judo et ton palmarès? Oui, je suis judoka, donc bonjour à tous. Moi, j'ai 29 ans, donc je suis en équipe de France depuis que je suis rentré à l'INSEP en 2012. Donc, ça fait maintenant 12 ans que je pratique le judo sur l'INSEP et en équipe de France. Donc d'abord les équipes de France jeunes, puis espoir, puis senior. Euh, Actuellement, je suis à la 7e place mondiale. J'ai été médaillé européen et moi, j'ai démarré le judo dans la vallée du Grésivaudan, donc dans une vallée entre Grenoble et Chambéry. J'étais passionné par beaucoup de sports, dont le judo qui est maintenant devenu mon métier. Le judo, pourquoi le judo? Parce que c'est un sport qui me permettait de m'exprimer pleinement. J'ai découvert des techniques qui me correspondaient parfaitement et qui m'ont permis voilà, de battre et de m'exprimer en tout cas sur le tatami et aussi en dehors. Tu te souviens de la première fois que t'es rentré dans un dojo ou que t'es allé faire une initiation, quelque chose dans le judo? La première fois, non. Je me rappelle qu'au début, c'était pas mon sport préféré. Ok. Je préférais vraiment le ski. Ok. Et en fait, je me rappelle par contre d'une technique qui est encore aujourd'hui ma technique préférée, qui m'a permis de faire tomber les plus grands que moi. Et cette séance-là était vraiment une séance déclencheur, une séance déclic pour la suite. Ok. Et quand tu parles de plus grand que toi, c'est dans quel sens? C'est-à-dire plus âgés ou des personnes plus Ouais. grandes? Enfin, t'avais quelque chose par rapport à ça? Alors, bon, moi je suis en moins de 60 kilos, donc Ouais. les plus petits, donc Ok. les plus légers. Donc en fait, moi c'est vrai que j'étais pas le plus grand de ma classe. Ok. Et en fait, ça m'a permis de faire tomber les plus grands que moi, Ok. les plus âgés aussi. Et en fait, c'est une technique qui s'adapte parfaitement aux gabarits les plus petits. Ok. Et du coup, en fait, elle m'a permis de faire tomber les plus grands et les plus forts que moi Ok. assez rapidement. Ok. Intéressant. Et petit à petit, comment tu t'es orienté vers le haut niveau en judo? On choisit pas vraiment de s'orienter vers le haut niveau. On a des rêves voilà, qui commencent à arriver en regardant des vidéos des champions, etc. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des compétitions, à les gagner, à rêver de plus en plus, à m'entraîner de plus en plus. Et je me suis retrouvé du coup en sport-études à l'âge de 15 ans. Je suis parti en sport-études à Marseille. Voilà, j'ai quitté ma famille et ma région, à laquelle j'étais très attaché. Et j'ai effectué mon baccalauréat du coup en sport-études et mes bonnes compétitions. J'ai rentré en équipe de France junior. Ça m'a permis d'intégrer l'INSEP à l'âge de 18 ans. Et voilà. Ok. Ok. Bravo. Merci. Bravo déjà. Et tu te souviens du moment où tu t'es dit que ça allait devenir ton métier? Ou en tout cas, tu t'es dit, là, je suis dans le haut niveau et c'est un projet qui va devenir... je vais articuler ma vie autour du judo. C'est un peu pareil, tu t'en rends pas trop compte. Quand tu es jeune, tu fonces, tu bricoles parce qu'on gagne pas énormément d'argent au judo. Voilà. Tu te rends assez vite compte que tu peux pas faire grand chose à côté que du judo et des cours. Parce que voilà, quand tu es jeune, tu fais tes cours. Et vraiment, là où ça devient un peu plus professionnel, c'est quand tu as fini tes cours et là, tu as le choix d'aller ou dans le monde pro ou rester dans le judo, on va dire. Et là, quand tu décides de faire ce choix-là, tu rentres dans la carrière, on va dire, un peu plus professionnelle, j'ai envie de dire. Et, euh, et en fait, tu es obligé de le faire de manière professionnelle parce que c'est un sport qui demande tellement de temps, d'énergie, etc., de déplacement à l'étranger. Tu le fais de manière professionnelle, quoi. Ok. Ouais. Juste pour avoir une idée, du coup, c'est quand tu as 15 ans, du coup, c'est quand même, Ouais. quand même jeune, entre guillemets, mais déjà à ce moment-là, tu te dis, le but, c'est de continuer à faire ça sur la durée. Ouais, tu as fait des études en Ouais. parallèle, d'ailleurs. Ouais, à 15 ans, alors tu penses pas trop à durer. Moi, je dis, ouais, je veux être champion du monde, champion Ok. olympique. Et en fait, tu penses même pas à en faire. Tu penses même pas que ça peut être un métier. Enfin, j'étais pas du tout dans ce Ok. mood-là. Je pensais aux prochaines compétitions. Ok. Je me disais, voilà, je veux aller au championnat du monde, au championnat d'Europe, en junior, etc.
Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui vient à toi finalement de manière professionnelle. Tout ça, c'est pas quelque chose. Je voulais pas être. Je sais pas, j'entends des fois des rugbyman qui disent qu'ils veulent être rugbyman pro. Moi, je voulais être champion olympique ou du Ouais. monde de judo. Et en fait, après, tu te rends compte que tu deviens judoka pro. Mais c'est plus cette démarche-là. Et oui, à 15 ans, ben, tu continues tes études forcément. Tu fais d'autres choses à côté, mais tu fais pas la chose pour devenir pro. En fait, Ok, c'est ça ok, ok. Et ouais, enfin, en rencontrant pas mal de sportifs de haut niveau, c'est Hmm. vrai que tu te rends compte que généralement vous avez une maturité, on va dire, supplémentaire. Et je pense que ça vient aussi du fait que quand tu pars de chez toi à 15 ans, en fait, tu apprends vite et tu dois te débrouiller par toi-même. Toi, tu l'as vécu comment? Parce que j'ai l'impression que tu dis que Ouais. tu étais un peu parti tu as laissé ta famille et la région d'où tu venais pour venir à Marseille. Et ça ressemble à quoi, du coup, quand tu arrives à 15 ans dans un autre univers? Ça s'est passé comment pour toi à ce moment-là? Alors, à 15 ans, c'est vrai que moi, j'étais très attaché à aller skier, à aller faire de l'escalade, à aller courir dans ma montagne. Ça m'a fait un peu bizarre d'arriver à Marseille, mais bah, finalement, je l'ai vécu assez bien. Je le vis un peu moins bien maintenant, mais en fait, je savais que c'était par ça qu'il fallait que je passe pour atteindre mes rêves, qui étaient finalement plus à ce moment-là d'être dans la montagne, mais d'être sur un tapis, d'être sur les plus grosses compétitions du monde. Mais, euh, mais c'est vrai que ça te fait grandir, ça te fait grandir. Tu es tout seul, le soir, voilà, tes journées, ça commence à 8 heures. Tu as entraînement entre midi et 2. Tu finis à 17 heures tes cours. Tu vas à l'entraînement jusqu'à 19 heures. Tu manges, tu fais tes devoirs jusqu'à 22 heures. Tu te couches. Euh, les journées sont longues. Les journées sont. Quand j'y reprends, je me dis, mais comment j'ai fait Ouais. ça, quoi? Parce que c'est vrai que maintenant, on a beaucoup de repos. Ouais. Voilà. Mais c'est formateur, hein. C'est sûr que c'est formateur, hein. À 15 ans, tu pars de chez toi. Ça te fait gagner en maturité. Et en fait, tu es obligé de gagner en maturité parce que tu comprends assez vite que pour obtenir tes rêves, tu es obligé de faire plein de choses à côté, d'être bon à l'école pour pas être embêté pour aller en compétition, c'est la première chose. Tu es obligé de bien dormir, de pas trop faire la fête, de te projeter un Ouais, petit bien peu. sûr. Voilà, en fait. Et assez vite, tu es confronté à tous ces choix-là. Soit tu les fais, tu pas obligé de les faire, hein, mais moi j'avais décidé de les faire à ce moment-là. Ok, ok, ok. Et tu as plusieurs titres de champion de France. T'as des médailles au niveau européen, médailles en Grand Chelem, tu as un titre en Grand Chelem aussi. Parmi tout ça, d'ailleurs, je sais pas si c'est une victoire ou pas, mais si tu as un souvenir positif, on va dire, qui t'a le plus marqué, quand je te dis ça, là, qui te vient, Hum, ça serait lequel? euh, il est assez récent, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué. Là, c'est ma dernière médaille européenne qui est assez récente parce que elle est arrivée dans un contexte très particulier. Je venais de ne pas être sélectionné au jeu, alors que j'étais en train de réaliser Mm. ma meilleure saison de ma vie. Donc j'ai eu une grosse déception, j'ai enchaîné des grosses défaites et on m'a même proposé de partir en vacances, d'arrêter un peu. Et Ok. j'ai décidé de rebondir, de me relever et de finir l'Olympiade. Donc pas sur une médaille olympique, mais sur une médaille européenne en tout cas. Et de l'avoir obtenue, j'en suis assez fier. Ouais, j'en suis assez fier. Celle-là, elle a une grosse valeur pour moi. Ok. Ok. Et à l'inverse, l'épreuve la plus dure que tu as dû traverser, tu dirais que c'est quoi? Le premier truc qui te vient également? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu ce moment-là donc, que je vous ai Ouais. évoqué, mais pour en évoquer un autre, il y a eu un moment dans ma carrière où j'ai commencé à plus être trop performant. Et en fait, la durée a été du haut niveau. J'ai même été viré de l'INSEP. Donc, l'INSEP, c'est le lieu d'entraînement des équipes de France. Ça a été très dur, mais finalement, ça a été l'élément déclencheur de la seconde partie de ma carrière qui m'a permis de mettre énormément de réflexion dans mon approche de la pratique Ouais. et qui finalement on voit vraiment dans ma carrière. Bon après c'est un peu long de le développer là, mais qui a vraiment deux phases et Ok. ce moment où j'ai été viré l'INSEP déclenche beaucoup de choses. Un renouveau derrière, Ouais, quoi. ouais. Ok, ok, ok. Et là, du coup, aujourd'hui, dans le judo, à ton niveau, une carrière, ça dure combien de temps? Tu vois, toi, tu as encore combien de temps devant toi? Bon, j'imagine qu'après, ça dépend aussi de chacun, mais il y a pas mal de sports où c'est de plus en plus long. Tu as des sports aussi où ça l'est moins, pour des raisons purement physiques ou autres. Dans le judo, aujourd'hui, une carrière, ça peut durer jusqu'à quel âge? Alors ouais, ce que tu observes, c'est vrai, et dans beaucoup de sports, les carrières s'allongent, et Ouais, en judo, on l'observe aussi. ouais, En fait, c'est qu'on s'entraîne mieux maintenant quand même qu'à une période. On a plus de données scientifiques, etc. pour améliorer son entraînement. La carrière, tu décides de l'arrêter quand tu veux. Ça dépend d'abord de ton envie, parce que nous, quand on va s'entraîner, c'est qu'on va faire la bagarre. Donc ouais, on va combattre quelqu'un qui veut notre place. Donc il faut
faut vraiment une envie il y a un esprit combattant qu'il ne faut pas jamais perdre, la forme physique. Et après, il y a le côté un peu plus financier, et re-signer des contrats, etc. C'est sûr que là, je vais arriver à 30 ans. C'est un peu plus dur. Après, de signer des contrats sur le long terme après 30 ans, c'est un peu plus précaire. On va dire que Ok. jusqu'à 25 ans, c'est précaire parce qu'on n'est pas très bon. De 25 à 30, ça va. Et après 30 ans, ça redevient précaire parce que c'est dur de signer des longs contrats. Mais on va dire que maximum à 35 ans, un judoka hors Teddy Riner, ou voilà, il arrête quoi. Ok. Et le judo, du coup, c'est un sport où il y a beaucoup de valeurs. On en a déjà parlé, un petit peu. Toi, comment tu vis ces valeurs-là? En tout cas, comment elles s'expriment dans le judo? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, c'est un sport vraiment, ouais, c'est vrai, qui est rempli de valeurs. En fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, mais c'est un sport à la base qui n'a pas été construit comme un sport, mais comme un modèle d'éducation au Japon. Et du coup, en fait, de là, en découle énormément de valeurs. Parmi les plus connus, on a le code moral. Mm. Ce qui fait souvent qu'on inscrit son enfant dans un dojo. Donc, on a ce code moral qui répète seulement juste des principes, voilà, qui sont la politesse, la modestie, la sincérité, vraiment des choses simples. Mais après, on a plein d'autres choses autour de l'apprentissage de la chute, apprendre à se relever physiquement, mais aussi mentalement. Le judo, ça veut dire voie de la souplesse, donc la voie de l'adaptation. On a aussi quelque chose qui est très fort en judo, c'est qu'on est dans un sport individuel, mais on est dans un sport qui nécessite du monde pour le pratiquer. Et la force du collectif, c'est vraiment quelque chose qui nous est enseigné dès le plus jeune âge, chez le judoka. En fait, si tu fais progresser ton partenaire, bah, tu progresses aussi parce qu'il va te renvoyer des feedbacks de plus en plus compliqués. Tu dois t'adapter. Et vraiment, cet effet de force collective est vraiment très important en judo. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, moi, je Ouais. viens du tennis plutôt, où tu n'as Mhm. pas du tout ces aspects-là. Ouais. Quand tu es jeune, même quand tu es dans le haut niveau, etc., bah, on ne te parle pas forcément de valeurs spécifiques qui sont rattachées au tennis. Il n'y a rien qui est affiché dans les clubhouses de tennis, etc. Et c'est même pas du tout un sujet, quoi. Mhm. Enfin, comment ça se passe du coup dans un dojo quand tu es petit? On te parle du coup de ces valeurs, ce code moral, etc. Ouais, carrément. C'est dans tous les dojos. Voilà, on a des citations qui viennent du coup de ce principe d'éducation. On a ce code moral. Et en fait, avant d'apprendre quoi que ce soit en judo, on apprend deux choses, le code moral Ok. et on apprend à chuter. C'est les deux premières choses qu'on fait quand on démarre le judo, et c'est des choses qui nous suivent après toute notre vie. Et ben, des fois, quand j'interviens dans certains, dans certains lieux, dans certains contextes, bah, c'est deux choses dont je parle le plus. Ok. Parce que c'est des apprentissages que j'ai depuis jeune et qui finalement sont hyper parlants. Ok, super. Bon, merci, ça fait une bonne introduction Ouais. à ton sujet. On travaille ensemble, du coup, Ouais. Cédric, parce que tu interviens dans les entreprises sur une thématique qu'on appelle endurance de motivation, Mm. ou comment rester motivé, la motivation dans la durée, en fait. Ouais. T'aimes bien dire que tu as eu une carrière en forme de vague un petit peu. Ouais. Et t'en parlais un petit peu plus tôt, en fait, entre ces deux phases, je pense. Mm. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu as vécu, en fait, et pourquoi tu dis que c'est en forme de vague? Qu'est-ce qui s'est passé finalement dans ta carrière, si tu prends du recul aujourd'hui, depuis les plus jeunes années où t'es monté assez rapidement vers le haut niveau, et aujourd'hui? Ouais, c'est vrai que c'est une image que j'aime bien utiliser parce que, euh, comme je vous l'ai dit, c'est arrivé un peu tout seul. Je suis devenu sportif de niveau. J'ai passé les échelons assez facilement finalement jusqu'à l'INSEP, l'équipe de France Espoir, etc. Et je me suis jamais trop posé de questions. Ça marchait. Je passais à chaque fois à l'étape du dessus, donc à la médaille au Championnat de France, la médaille en Open, en Grand Prix, en Grand Chelem. T'étais le meilleur? C'était numéro un, ou... J'ai été jusqu'au numéro 1 de ma catégorie. Ok. Voilà, donc après, il y avait aussi d'autres personnes, mais j'ai monté, jusqu'à faire un master et être dans les 16 meilleurs mondiaux. Et là, j'ai eu l'impression d'atteindre un petit plafond. J'arrivais pas à obtenir de médaille en Ok. grand championnat. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? À ce moment-là, on est en 2017, donc Ok. ça faisait 4 ans que j'étais à l'INSEP. Ok. Ça allait faire 4 ans que j'étais à l'INSEP. Et là, ça commence un peu à plafonner. Je commence un peu à me faire rattraper. Ok. Et il y a aussi la blessure. Il y a les performances qui stagnent. Il y a du coup une redescente un peu dans le niveau. Et jusqu'à me faire virer de l'INSEP en 2019, donc en rentrant en 2012.
Donc voilà, ça a marqué un stop à ma carrière. À ce moment-là aussi, j'avais fini mes études. Donc à ce moment-là, je pouvais aussi décider d'arrêter tout et de Ouais. partir Tu t'es travailler. posé la question, du coup? Je me Ouais. suis posé la question, mais pas très longtemps. Ok. Pas très longtemps parce qu'en fait, je sentais que j'étais pas allé au bout de mon projet. J'avais encore plein de rêves que j'avais pas atteints. En tout cas, j'avais ce sentiment que si j'arrêtais, j'allais avoir des regrets. Et du coup, j'ai relancé ma carrière avec. Bon, après, c'est long à évoquer, mais avec plein d'outils pour relancer ma carrière, avec beaucoup de réflexion, en m'entraînant différemment et en tout cas ouais, vraiment en intellectualisant ma pratique Ouais. et en me fixant beaucoup d'objectifs, mais pas forcément que de Ouais, performance. si on rentre un peu là-dedans, Ouais, justement, ouais, tu parles pas mal dans tes interventions de cette partie de redéfinir tes objectifs. ouais, Toi, concrètement, qu'est-ce que tu as fait du coup à ce moment-là? Bon, tu te fais virer de l'INSEP, je sais pas comment ça se passe ouais. d'ailleurs, c'est en fonction des résultats. Chaque année, on te fait comprendre que tu n'as plus ta place. Là, tu te poses cette question-là et finalement, déjà concrètement, quand tu pars de l'INSEP alors que tu y es depuis quelques années, il faut faire quoi? Il faut que tu retrouves un endroit où aller t'entraîner, un entraîneur, enfin, que tu te Ouais. constitues. Ben oui, t'es viré parce que la performance, l'âge qui commence à. Voilà, Ouais, plus tu vieillis, moins tu as le droit de perdre, on va dire. ok. Donc voilà, il y a un peu tout ça, puis des gens qui étaient aussi un peu plus performants que Ouais, moi. Et du coup, oui, en fait, quand tu es viré de l'INSEP, ben, tu as quand même beaucoup d'aide à l'INSEP. Tu as tout qui est payé, c'est assez facile finalement. Tu es vraiment bien entouré. Et quand tu sors de l'INSEP, ben, il faut se reconstruire toute une cellule de performance, on va dire. Mm. Du coup, reprendre un préparateur physique de mon côté, un entraîneur de mon côté, retrouver un groupe d'entraînement, parce que comme je l'expliquais, on doit s'entraîner à plusieurs. Donc vraiment repenser toute ma manière de m'entraîner. Et ça a été en plus marqué. En plus, il y avait le Covid à ce moment-là, donc c'était encore plus ouais, compliqué de tout s'organiser. Et trouver donc des finances, investir à ce moment-là sur moi-même. C'est-à-dire ouais. que ben, quand j'ai fait ces choix-là, ben, j'ai décidé de renier un peu sur mon confort de vie aussi, Mm. parce que du coup, j'investissais sur des choses en plus que j'investissais pas avant, avec un Mm. salaire qui n'avait pas augmenté. Ouais, Re-signer des contrats aussi. Quand tu te fais virer l'INSEP, c'est moins facile. ouais. Il faut vendre d'autres projets. Et je sais plus ce que tu m'as évoqué. C'est Je- oui, je- la redéfinition des objectifs. Oui, Ouais, c'est voilà. ça. Toi, tu avais une partie de ton judo que tu Ouais. voulais travailler. Enfin, si tu peux nous Ouais. expliquer un petit peu. Bah, en fait, avant, déjà, mes objectifs, c'était juste gagner la compète, quoi. Il y Ouais, avait pas, c'était aussi simple que ça. Je veux être champion du monde, quoi. ok. Même à C'était, l'INSEP, c'était ça tes objectifs. ouais, c'était voilà, être champion Ok. du monde. Mais en fait, c'est des objectifs, mais j'aime bien prendre l'image de. C'est comme si on te dit, bah, mon objectif, c'est de grimper l'Everest, mais en fait, ça paraît super haut, Mm. quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai réussi avec mon préparateur mental aussi, à découper mes objectifs en sous-objectifs et plutôt des objectifs de méthode. De méthode plutôt qu'objectif de résultat. Et en fait, par rapport à ça, moi j'avais un judo jusqu'en 2019 très offensif. Mm. Très offensif, pas du tout défensif. Voilà, si on fait une comparaison avec une équipe de foot, je marquais énormément de buts, mais Mm. je savais Mais pas t'en défendre. prenais, Voilà, t'en prenais beaucoup aussi, quoi. je gagnais 6-5, quoi. Ok. Mais bon, des fois, quand ça marchait pas, je prenais beaucoup de buts, quoi. Ouais. Ok, ok. Et en fait, du coup, quand voilà, en 2019, je fais un peu le bilan de repartir, etc. Je me dis, bon, maintenant, il faut que je sache défendre. Si je reviens, c'est en faisant autre chose. Attaquer, je saurais toujours le faire. Ouais. Mais défendre, il faut que je sache le faire. Cette partie défensive, c'est un nom, non? Je me suis un peu. Tu m'as dit. Ouais. C'est le kumikata. C'est le kumikata. C'est Ok. le kumikata, je l'ai appelé comme ça. Donc voilà, après, les puristes du judo, Ouais. c'est un peu plus C'est pas compliqué. exactement C'est ça. un Ok. peu plus compliqué, mais c'est une belle image, je trouve. Ok. Et donc, de travailler un peu, si vous voulez, ma défense. Concrètement, travailler ta défense, c'est quoi? C'est dans ton positionnement, c'est dans ta manière d'appréhender l'adversaire. En fait, c'est Pour d'avoir. des non-initiés Ouais. du judo, sans, En fait- sans rentrer dans les détails. Ouais, le judo, en fait, c'est un sport de saisie. On doit saisir l'adversaire. Et il y a toute une bagarre là-dessus. Et en fait, si tu veux, moi, je me prenais pas trop la tête là-dessus. Je savais attaquer avec n'importe quelle saisie, finalement. Ok. Du coup, peu importe la saisie, j'attaquais. Et j'attaquais beaucoup. Et en fait, de savoir bien saisir, ça me permettait de pas forcément être obligatoirement dans l'attaque, mais de pouvoir aussi contrôler la position, contrôler l'adversaire. Et du coup, lui, il pouvait moins attaquer aussi l'autre. Et moi, quand mes attaques arrivaient, elles étaient mieux préparées, etc. Ok. Et du coup, ça permettait aussi, quand je menais un combat, bah, juste de saisir et pas forcément attaquer et D'accord. prendre le risque Ouais. de me faire contrer, etc. Ok. Mais en fait, avant, j'avais pas de temps mort. Je savais pas Ok. gérer un match, quoi. Ouais, tu savais pas temporiser. Ok. Parce que j'avais pas cette science d'avoir une bonne saisie. Ok. Et du coup, j'ai décidé vraiment de travailler cette saisie. Ok. Et après, je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail de comment me suis remis en. Ouais, En selle, ouais, 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 ouais. vas-y, carrément, carrément.
Alors du coup, en 2019, voilà. Parce que, du coup, concrètement, donc, tu as une petite période d'introspection. Ouais. À ce moment-là où tu parles d'INSEP, un jour, tu te poses, tu écris quelque chose, tu te dis, OK, là, maintenant, je sais que j'ai un point d'amélioration très, très fort. Il faut que je le travaille parce que c'est devenu quelque chose qui me pénalise, quoi. Ou Ouais. c'est long, ça dure des mois, ou c'est en une semaine, c'est quelque chose qui a maturé dans le temps, cette prise de décision de travailler cet aspect-là, parce que tu aurais pu le travailler, j'imagine, aussi avant, quoi. Et tu as eu peut-être un Ouais. déclic. Je le savais que je devais travailler ça, Ok. mais en fait, ça me bloquait pas jusqu'à présent. Ouais. Et du coup, voilà, j'y prenais pas trop attention. Et le fait d'être viré, etc., ça m'a fait un petit électrochoc, Ouais. voilà. Et en fait, je me suis dit, si c'est ça qu'il faut que je travaille, il faut maintenant que je m'y mette, quoi. Et du coup, quand j'étais viré, que j'ai dû choisir préparateur physique et tout ça, etc., j'ai tout fait ça dans cet objectif-là. C'est-à-dire recommencer à le haut niveau, continuer le haut niveau, mais dans cette dynamique-là. Donc travailler mes défenses, que ce soit en préparation mentale, préparation physique et préparation judo. Et du coup, voilà, on a décidé de partir là-dedans. Donc ça a été beaucoup aussi de ma préparation mentale parce que, en fait, travailler ses points faibles, c'est très dur parce que dès qu'on ressort en compétition, etc., on peut vite retomber dans ce qui nous rassure. Mm. Et du coup, j'ai eu vraiment besoin d'avoir cette préparation mentale parce que pour me dire que voilà, ce que je travaille, c'est ça, rester dans mes objectifs de travail. Parce que voilà, en fait, pendant quelques années, j'ai plus eu ces objectifs de performance. J'ai eu vraiment des objectifs voilà, de développement de ce Kumikata. Et j'étais concentré là-dessus, plutôt que de gagner la prochaine compétition, à l'entraînement et même en compétition. Je me suis retrouvé à perdre en compétition, mais j'avais réussi en fait ma compétition. Parce que j'ai perdu en faisant ce que je voulais. Alors, c'est hyper dur parce que même on a beaucoup d'observateurs, de gens qui nous regardent, de gens qui nous connaissent, qui disent mais pourquoi t'as pas attaqué, tu t'es pas battu, qu'est-ce que tu lui as fait quoi. Parce que toi, tu faisais des compètes où ton objectif c'était de défendre, donc en fait, t'attaquais pas. Voilà. Du coup, tu perdais, mais en fait, t'étais venu pour travailler ta défense et t'avais pas joué ton judo, on va dire, instinctif. Ouais. Ok. Pendant le match, je disais bon, j'attaque, non, il faut pas que je le fasse. C'était vraiment une lutte même interne. Voilà, je place mes mains. Du coup, ça m'est arrivé de perdre des matchs, notamment sur quelque chose qui m'arrive jamais, c'est l'activité. En fait, si on n'est pas assez actif, on peut perdre des matchs aussi. Et ouais, t'as dû déconstruire, t'as dû vraiment apprendre à perdre et t'as dû déconstruire ton judo pour recréer quelque chose de plus. C'est exactement ça. Et même une fois, j'avais perdu un match contre quelqu'un que j'avais tout le temps battu par activité. J'étais vraiment au fond et mon entraîneur m'a dit mais non, mais c'est super que t'aies perdu un match sur l'activité, mais ça veut dire que t'es dedans, t'es dans ton truc. Et donc c'est sûr que ça fait un peu mal des fois à l'ego de perdre. Ouais, on touche une notion d'ego énorme. Parce que en plus toi tu dis ça a duré des années. Enfin, du coup à ce moment-là dans les classements t'es redescendu vraiment, t'étais plus dans entre guillemets le très haut niveau international à ce moment-là. Ouais. Clairement en plus ça a été accentué parce qu'il y a eu le Covid. Okay. Et du coup pendant le Covid c'était vraiment les tout meilleurs qui sortaient. Donc en fait j'avais quasiment plus de compétition à me mettre sous la dent. On appelait ça des test matchs en France, donc avec les Français. Et normalement j'étais dans les meilleurs Français et je perdais ces test matchs. Donc je redescendais dans le classement et en fait elle allait gagner ces test matchs pour après rebasculer sur le circuit international. Il y avait vraiment, c'était fermé, donc c'était vraiment les tout meilleurs qui pouvaient sortir. Donc ça a été accentué par ça. Et oui, je suis descendu assez bas dans le classement parce que je me retrouvais à perdre contre des judokas que j'avais tout le temps battu. Je me rappelle toujours, il y a quelqu'un que j'avais battu plus de 10 fois, qui a mon âge, et j'ai perdu 2 fois de suite contre lui pendant cette période-là. Ça m'a fait mal, mais... D'un point de vue justement de la motivation à ce moment-là, il y avait des hauts et des bas où tu étais dans ce truc où finalement, comme tu es dans l'action et que tu sais que tu es en train de dérouler un plan sur tes objectifs, t'avances quoi. Où il y a eu des moments où tu as eu envie d'abandonner quelque part aussi à ce moment-là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je perds mon judo. C'est là où j'ai travaillé ce que j'aime bien évoquer à l'entreprise, c'est l'endurance de motivation pendant ces années-là. Parce que il y a eu beaucoup de bas, mais j'ai réussi à rester motivé vers un objectif plus loin. Et donc ça a été fait grâce à un collectif. J'ai réussi à m'entourer de toutes les personnes dont je vous ai évoqué, de ma famille, d'amis aussi. Voilà, c'est tout un contexte où je les ai emmenés dans le bateau avec moi. Voilà, moi je travaille ça et on va vers cet objectif, on tend vers cet objectif. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est ma fixation d'objectifs. Donc ça, j'aime bien l'évoquer. Comment fixer un objectif, c'est pas juste mettre je suis champion du monde. Et ça, je l'ai compris, je veux être champion du monde. En fait, voilà, pour travailler, par exemple, ma défense, il fallait que je travaille mes habiletés avec ma main gauche pour ma saisie de la manche.
bah, j'avais dans mes objectifs écrire de la main gauche, manger avec la fourchette dans l'autre main. Ok. J'ai Ouais, des jusque-là. choses qui peuvent paraître même parfois des petites choses. Enfin, je dis pas que c'est des petites choses d'ailleurs, parce que c'est écrire avec la mauvaise main, C'est dur. c'est pas une petite chose, mais oui, plein de petits objectifs et de petits éléments qui vont t'amener à un objectif plus grand que ça, quoi. C'est ça. Et en fait, Ok. plein de petits éléments atteignables. Et du Oui. coup, écrire avec la main gauche, c'était finalement assez atteignable. Mm. En judo, travailler tous les jours 5 minutes à la fin de chaque séance, ma saisie manche, bah, c'était faisable. En fait, plein de petites choses faisables et que je réussissais. Donc, j'étais quand même dans le succès tous les jours. Ouais. Parce que sinon, c'est trop dur. Mm. Mais pas forcément des succès voyants, mais pour moi, des petits succès. Et en fait, voilà. Et du coup, finalement, j'oubliais mon objectif, c'est d'être Mm. champion du monde. Moi, mon objectif, finalement, c'était d'aller vers ces médailles en championnat que j'avais jamais Ouais. eu. Mais je l'avais un peu de côté. Il était Mm. écrit quelque part, en plus. Ce Ouais, plan, vraiment, ça reste l'étoile. il est écrit. Et je peux l'ouvrir, vous le montrer. Mais c'est vraiment été écrit. Mais j'étais dans mes petits objectifs quotidiens. Et c'est ça, vraiment, Ouais. qui m'a... C'est de te concentrer sur tes progrès, en fait, plutôt que l'écart à ton objectif initial qui est encore loin, quoi. Et tant que Ok. tu es dans les petits progrès, tu vas vers, en fait. Ok. Et, D'un point de vue très opérationnel, ça ressemble à quoi tes objectifs? Tu vois, en entreprise, une des problématiques, c'est qu'il y a plein de gens, finalement, tu te fixes des objectifs en début d'année, tu prends des commerciaux, ils ont un objectif de chiffre d'affaires, etc. C'est rare qu'on divise ça en sous-objectifs, c'est rare qu'on divise ça en objectifs plutôt de processus que d'objectifs de résultats. Toi, est-ce que tu as fait ça seul? Tu as fait ça quoi avec ton prépa mental? C'est un fichier Word, un fichier Excel avec des cases. Comment tu rentres dans ce travail? Ça prend combien de temps? Et, tu vois, si tu peux nous Ouais. en dire un peu plus. Ouais. Bah, c'est un peu long à créer, hein, ça se crée pas rapidement, puis c'est évolutif. Ouais. Bon, parce que dès qu'on a des feedbacks, il y a une trame à garder, mais il faut un petit peu évoluer. Ça a été fait beaucoup avec mon préparateur mental, en Ok. collaboration avec mon entraîneur, préparation physique, etc. Et, euh, et vraiment, en fait, moi, j'avais besoin de ça. Alors, il y en a qui c'est peut-être moins dans le thème, mais d'avoir plein de petits détails, plein de petites choses, Mm. plein de petits points de passage à valider. Et, euh, et après, je revenais pas tous les jours sur ma fiche d'objectif, mais je l'avais écrit quelque part, c'était marqué, j'y bossais, je le faisais, puis de temps en temps, je revenais dessus, qu'est-ce que j'avais validé? Je me mettais une petite note sur 10. Voilà, il y a des trucs qui étaient validés que j'enlevais, que je repassais à celui d'après, etc. Avec des petites évaluations assez euh, souvent, on va dire, de ces petits objectifs. Et ils étaient découpés en plein de thématiques, etc. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu conseillerais quoi? Tu conseillerais si quelqu'un devait le faire, tu vois, même en individuel, quelqu'un qui nous écoute, qui travaille dans une entreprise et qui veut faire ce travail-là, le conseil que tu lui donnerais ou les conseils que tu lui donnerais pour travailler sur ce type d'objectif? Ben, c'est de marquer, par exemple, ton objectif qui t'a été fixé ou que toi tu t'es fixé, par exemple ton chiffre d'affaires, Mm. et en fait de marquer en dessous les questions, répondre à les questions, comment, pourquoi, et comment je peux y arriver. Et en fait, il y a plein d'aspects qui ont le nombre de coups de téléphone que tu vas faire, Ouais. voilà, je suis pas un professionnel dans ce domaine-là, mais le nombre de rendez-vous validés, le nombre, etc., nombre d'appels, etc. Et en fait, de les mettre. Et puis après, de les mettre, ça peut être par exemple, on a du mal un peu dans la communication, etc. Ben, on peut mettre progresser dans la communication. Enfin, il y a plein de choses. En fait, essayer de vraiment passer du temps là-dessus, sous-découper dans le nombre de points qui vous paraissent importants et rendre le truc finalement faisable. Des choses qu'on peut faire assez rapidement. Faire ça c'est faisable, ça c'est faisable. Contacter telle personne, c'est faisable. Même marquer des choses qui nous paraissent évidentes. Moi, bam, on enclenche un cercle vertueux finalement. Ouais. Et on est directement dans le résultat. Si c'est juste appeler ma grand-mère, on appelle sa grand-mère pour parler de son objectif et hop, on a validé une étape. Et, euh, et donc vraiment, voilà, construire Ouais. son plan, quoi. Et Passer du temps, en tout cas, à toi, le tu faire. l'as fait aussi avec d'autres gens. Tu conseilles aussi du coup d'aller voir peut-être les autres autour de soi, son manager, de faire ça pour ceux qui ont accès avec un prépa mental ou autre, un psy, si on a Mhm. si on a des blocages. Toi, tu conseilles à un moment de faire une première version et d'aller voir des personnes pour qu'elles t'aident à mieux l'affiner ou de garder ça pour toi en perso, quoi. Bah, moi, j'ai d'abord procédé parce que je savais que c'était ça que je voulais travailler. Je me suis entouré. Mais c'est quelque chose, dans tous les cas, qui vient de soi. Et en fait, c'est pas le préparateur mental qui va te faire ta fixation, c'est pas ton entraîneur. C'est une collaboration. Donc, le faire de son côté, échanger, etc. Avec quelqu'un, c'est bien, je pense, de le confronter en tout cas avec son entourage et pour
pour ça que l'entourage est aussi important, avoir un entourage qui soit positif, Ouais, c'est hyper important. Ouais. hyper important. Ouais. Et d'un point de vue de ces progrès-là, il y a beaucoup de gens en entreprise et dans le sport de haut niveau également, hein, mais qui ont du mal à célébrer ces progrès, en fait, surtout quand tu as un objectif en fait, qui est très éloigné de ça. Tu as dû travailler là-dessus. Comment finalement, et moi c'est quelque chose que personnellement j'ai un peu du mal aussi à faire parce que je suis un peu rapidement dans les étapes d'après, très très vite, Mhm. qui sont pas encore là en fait, en Mhm. termes d'atteinte d'objectifs. Dès qu'il se passe quelque chose, en fait, je me dis, ok, bah, du coup, on va réussir à faire ça. Et en fait, on en est encore loin. Et Mhm. finalement, j'ai du mal à célébrer ces petites victoires. Quoi. Quand tu fais un pas de recul vraiment sur le global, j'arrive à me rendre compte que ça avance bien. Mhm. Par contre, tu vois, au jour le jour, même quand il y a des très bonnes nouvelles, parfois, bah, la satisfaction elle est tellement brève et on est tellement direct dans l'étape d'après. Tu as dû bosser là-dessus, toi, parce que quand étais, on va dire, dans le plus haut niveau, là, tu redescends un peu dans les classements et que là, il faut te satisfaire, entre guillemets, alors que tu as perdu, c'est ce que tu disais, et être Mhm. content alors qu'en fait, tu as perdu. Tu as dû bosser là-dessus. Ouais, c'est hyper compliqué ça de réussir à célébrer, mais c'est important. Ce cercle vertueux il est important. On peut pas être tout le temps dans l'échec et du coup, il faut réussir à célébrer, réussir à être content. C'est pour ça qu'il faut mettre des objectifs atteignables. Il y a aussi des points de passage. Quand ils sont validés, il faut célébrer. Et moi, je m'applique une Mm. règle, c'est la règle 24. J'ai 24 heures où je peux vraiment célébrer avant de me remettre au travail. Quand je réussis une compétition, donc là je parle de compétition, mais même à l'époque quand je réussissais mes objectifs, c'était un peu plus dur. Mais voilà, quand, par exemple, même quand j'avais perdu, mon entraîneur a dit non, mais tu as fait une bonne compétition, tu as perdu, mais tu as mis tes choses en place, on va aller célébrer quand même. Et je Ok. me rappelle de ce moment-là, on est allé boire un coup, etc. Et pendant 24 heures, on a un peu soufflé. Après, on est reparti au travail. Ok. Et, euh, et c'est important, en tout cas d'avoir ces moments-là, d'enclencher ce cercle vertueux. Parce qu'en fait, on ne sait jamais si on arrivera au bout de l'objectif. On ne sait jamais. Mais on peut déjà être fier de ce qu'on Mm. a quand on a progressé parce on a quand même développé plein de choses pour arriver là. Et voilà. Ok. Hyper intéressant. Et je trouve ça intéressant dans cette règle des 24 heures, parce qu'il y a pas mal de sportifs qui parlent de cette règle des 24 heures plutôt Ouais. en négatif, c'est-à-dire bah, je perds une compétition ou voilà, j'ai un échec, quelque chose qui se passe, c'est difficile. J'ai 24 heures bah, pour entre guillemets pleurnicher ou pour râler ou pour être énervé ou pour voilà, m'en prendre à la terre entière. Après 24 heures, par contre, je me remets au boulot. Ouais. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que ces 24 heures, elles sont aussi valables en fait pour les succès. Quoi. Elles sont valables dans les deux. Il faut aussi des fois accepter qu'on est triste, qu'on est en colère et qu'on se Ouais. sente nul. Il y a 24 heures, voilà. Mais en fait, dans tous les cas, en fait, la vie continue. On est dans un milieu concurrentiel en haut niveau et dans la vie aussi. Qu'en fait, si on célèbre trop, bah, on perd l'avance qu'on a. Si on est trop dans la déception, on perd l'avance qu'on a. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une feuille de route. Voilà, pendant 24 heures, on peut peut-être s'en séparer un petit peu, être content, et après on passe à la suite. Ok, ouais, Ouais. hyper intéressant. Tu t'as pas mal parlé du collectif. Justement, c'est un élément qui est clé aussi pour toi dans la motivation. C'est quelque chose sur lequel tu t'es moins appuyé justement dans la phase où tu étais plus à l'INSEP que sur cette deuxième phase où c'est toi qui as créé ta cellule de performance, on va dire. Bah, c'est pas que je me suis moins appuyé, c'est qu'en fait, il était là, le collectif, je l'avais pas forcément choisi. Mm. Il y avait des choses qui me plaisaient moins, etc. Et donc, j'ai évolué dans un collectif. Le judo, c'est un sport qui se fait à Mm. plusieurs, mais quand j'ai choisi mon collectif, là, c'était différent. C'était mes choix, c'était des personnes que je trouvais bonnes pour moi, Mm. etc. Et c'est des personnes sur qui je pouvais m'appuyer. C'est des personnes qui, quand c'était un peu dur, ont entretenu aussi cette motivation et ont participé et ont cru en moi. Et, euh, et oui, c'est là où dans la motivation, un collectif, un entourage, c'est hyper important. Moi, ce que je conseille, c'est de ne pas partir tout seul à l'assaut d'une montagne, hein, pour revenir un peu Mm. sur cette image-là. C'est d'y aller avec quelqu'un qu'on amène avec soi dans sa barque. Mm. Un entraîneur, il nous entraîne, mais il faut aussi l'entraîner avec soi. Mm. Il faut le mettre avec lui. C'est pas un métier de bureau, Mm. etc. C'est un métier où des fois on va pas être bien à 22 heures, etc. Mais pour qu'il fasse aussi les choses en plus, comme nous on va faire les choses en plus, il faut l'entraîner avec soi, Mm. le mettre dans son projet, l'embarquer un maximum. Ok. Tu fais ça comment du coup? Et je pense qu'en entreprise, il y a quand même un parallèle, c'est-à-dire que quelque part, tu peux te responsabiliser à l'entreprise de dire bah, finalement, c'est quoi mon entourage? Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est. En tout cas, j'ai un objectif et j'ai des personnes autour de moi. Euh, dans ces personnes-là, qui est, on va dire, avec moi, qui peut m'aider, qui peut m'apporter une expertise technique plutôt, qui peut plutôt m'apporter
du soutien, tu vois, du réconfort quand ça va pas ou quand je suis énervé, tu vois. Mais comment tu fais pour embarquer ces gens avec toi, à ce moment-là? Pour embarquer les gens avec soi, bah, c'est déjà prendre des personnes qu'on apprécie. Mm. Voilà, il y a l'aspect, au-delà des Ouais, compétences techniques, il y a l'aspect relationnel. humain, relationnel. Ouais. Humain, relationnel, voilà. Souvent, quand on est dans cette démarche-là, de fixation d'objectifs et tout ça, on part pour quelque chose qui va être un peu long. Donc, déjà partir de cette base-là, partir de compétences aussi, avoir dans son entourage toutes les compétences, des compétences comment dire, différentes de Mm. chacun qui peuvent Complémentaire. Ouais. s'emboîter complémentaires. Voilà, avoir plein de petits 10% pour faire un Ouais. 100%. Mais Mm. si on a plein de personnes dans le même domaine, c'est pas bon non plus parce que à un moment donné, même entre eux, ça ira pas, les feedbacks, ils seront pas bons. Voilà. Et du coup, vraiment créer un panel de personnes autour de son objectif qui apportent différentes choses, qui travaillent ensemble, mais qui sont vraiment aussi dans leurs univers, c'est important. De toucher un petit peu, voilà, en judo, on a le tactique, le technique, le physique, le mental, Ouais. plein de choses. Et du coup, dans l'entreprise, ben, on va avoir aussi un peu tous ces aspects-là, entre celui qui va être un peu plus dans la technique et l'autre qui va être un peu plus peut-être dans le marketing, l'autre un peu plus dans la com, etc. Ouais, Enfin, bien voilà. sûr. Il faut réussir à se construire des équipes cohérentes, c'est important. Mm. Et, euh, et des équipes qui s'entendent bien entre elles, c'est important dès le début parce que, en fait, quand on est dans la motivation, l'endurance de motivation, il y a des moments où ça va être dur et si tu as entraîné tes personnes et tout, ces personnes aussi, ça peut être dur pour elles. Et du coup, faut vraiment qu'il y ait un cercle vertueux Ouais. autour de toi, quoi. On travaille pas mal avec des sportifs qui étaient à l'INSEP et quand ils s'en vont de l'INSEP, tu vois, que ce soit pour voilà, dans une situation conflictuelle ou non, Mm. il y a un peu un switch enfin, il y a un switch où bah, en fait, quand tu arrives à l'INSEP, c'est ce que tu dis, généralement en plus tu es jeune et Mhm. puis tout est organisé entre guillemets pour toi. Donc tu n'es pas forcément acteur de ce collectif, tu n'es pas forcément acteur dans les décisions. Ouais. Et puis en plus, quand tu n'es pas dans les tout meilleurs, bah, le type d'entraînement, etc., n'est pas forcément focus sur tes Ouais. besoins à toi. Ouais. Toi, tu as senti ce switch aussi là. Donc, à ce moment-là, en fait, quand tu crées ce collectif, c'est toi qui es au centre quand même. C'est-à-dire que c'est toi qui réunit toutes ces personnes-là et qui met cette dynamique et qui entraîne tout le monde avec toi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça ce qui se passe à INSEP. Souvent, quand tu es jeune, tout ça, il y a beaucoup d'ambition autour de toi. Tu choisis pas grand-chose et tu te poses pas trop de questions. Et là, quand j'ai décidé de créer ça, en 2019, de créer cette structure, de créer cet environnement autour de moi, c'est c'est moi en son centre. C'est moi, j'investis Ouais, sur moi, les gens investissent sur moi. Donc, des fois, c'est un peu pesant, mais au final, si on a un entourage bienveillant, ça va. Mais on se ressent sur soi-même. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est bien sûr. égoïste parce que Mm. de toute façon, on montera tout seul à la fin sur le tatami. Mais voilà, on crée quelque chose tout autour de soi, quelque chose de cohérent. Et ce que tu expliques, c'est tout à fait ça, hein. Ok. Puis l'expérience en sport de haut niveau, c'est un peu ça aussi. C'est servir de même ce qu'on a vu, ce qui n'a pas marché. Et puis au moment où on évolue dans sa carrière, cette expérience nous permet de construire Ouais. notamment les équipes autour de soi. Il y a un dernier élément dont tu parles pas mal et pour rester motivé dans la durée, Mm. qui est un peu un piège d'ailleurs dans lequel bah, des entreprises tombent parfois, notamment quand elles n'atteignent pas leurs objectifs, qui va être en fait de se cramer quoi, justement pour rattraper le retard qu'on est en train de prendre, en faisant trop d'efforts, en faisant trop, etc. Toi, tu Mm. parles du fait d'avoir un équilibre, Mm. de vie. Oui, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, euh, on concentre à un moment donné toute son énergie. Voilà, en 2019, je concentre toute mon énergie, j'investis sur moi, toute mon énergie sur mon objectif qui était de progresser sur ma Mm. défense. C'est hyper important, et je pense que ça doit s'adapter aussi à d'autres, euh, à d'autres contextes. C'est développer aussi la côté, développer aussi son côté vie perso, développer les choses qui nous animent et ne pas faire bah, nous que du judo, que de la défense. Parce qu'en fait, ben, on a nos objectifs, mais peut-être qu'on n'arrivera pas à cet objectif. Et de temps en temps, c'est un peu plus dur. Et du coup, de pouvoir se reposer et savoir que sa vie perso à côté, à l'avance, qu'on est heureux, qu'on n'est pas frustré tout sans arrêt dans la frustration. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller skier. Mm. Je me le suis interdit beaucoup dans le début de ma carrière. Et en 2019, une des choses que je me suis dit, c'est maintenant, si j'ai envie d'aller skier, je vais skier. Je vais aussi profiter un petit peu de la vie. Et je ne vais pas être tout l'hiver en train de regarder les prévisions météorologiques et me dire, ah, qu'est-ce que je rate? Et donc, en fait, c'est hyper important des fois de s'accorder des pauses, de, de faire d'autres choses dans sa vie que de son objectif. Son objectif, on a sa ligne directrice à lier. Mm. Faut toujours l'avoir un petit peu dans le coin de sa tête, mais c'est important de développer là à côté
parce que même quand c'est dur, etc., ça peut engendrer de la frustration, c'est pas bon, ça va être dans le Mmh. négatif. Puis également, euh, ça peut aussi ne pas marcher. Donc on sait aussi qu'on avance dans la vie perso. Donc c'est là où aussi on a les doubles projets pour les Ouais. sportifs. Mais voilà, il y en a qui construisent aussi un petit peu l'après en même temps. Il y en a voilà, qui assouvissent leur passion. Faut pas être dans la frustration totale si on est un sportif qui a besoin de temps en temps de faire la fête. Eh bien, il vaut mieux qu'il aille faire un Mmh. petit peu la fête. Et c'est pareil pour quelqu'un dans le monde de l'entreprise. Il peut pas vivre contre nature, en fait. On peut Mmh. pas vivre contre nature trop longtemps. Si on veut être motivé dans le temps, il faut qu'on soit en adéquation avec Mmh. ses valeurs, avec sa manière de vivre. Si on est dans la frustration, à un moment donné, la motivation, elle va chuter Ouais. et Ouais, ça ira pas au faut bout. voir le long terme, quoi. Faut Mm. voir le long terme. T'as déjà eu un peu on touche parfois une notion de culpabilité, en fait, quand justement sur ces temps de pause ou peut-être quand tu vas skier ou peut-être tu prends le risque de te blesser ou des choses comme ça. Il y a eu une époque où justement tu te refusais ça parce qu'après tu te sentais coupable ou tu te disais bah, les autres sont en train de t'entraîner pendant que moi. Mm. T'as touché à cette notion un peu de culpabilité? Ouais, carrément, Ouais. bah, surtout jusqu'en 2019 où tout allait plutôt bien, tout ça, mais j'étais dans le truc, ouais, il faut que je m'entraîne, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va s'entraîner, etc. Hmm. Donc je me suis aussi beaucoup blessé à cette période-là, Ok. hein. C'était aussi une des choses marquantes. Et quand j'ai décidé de repartir et de faire un peu les choses différemment, quelque chose que je me suis appliqué, c'était vraiment d'être beaucoup plus dans le plaisir, dans ma manière de m'entraîner, mais aussi en dehors, dans la vie, répondre à beaucoup plus de choses qu'avant je m'interdisais par culpabilité. Et bon, bah, j'ai jamais été aussi performant que depuis que j'ai fait ça, Ouais. donc c'est que ça doit aussi. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, pour reboucler un peu là-dessus, Mm. on a parlé de différents éléments Mm. sur la motivation, redéfinir ses objectifs, savoir gérer un peu son ego par rapport à ça, parce que Mm. évidemment, bah, du coup, tu dois travailler sur ton ego, pas mal parler du collectif, Mm. de l'équilibre de vie, etc. Mais du coup, tout ce que tu as mis en place à ce moment-là, Mm. justement, de t'appuyer sur ces différents leviers, ça t'a servi parce que après, on va dire, un moment où tu étais redescendu dans le creux de la vague dont tu Mm. parlais un peu plus tôt, t'es revenu du coup au très 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 haut niveau, quoi. Ouais, ouais, après, en fait, c'est ça, donc j'ai retravaillé tout ça et tout. Et en fait, quand j'ai réussi à valider, on va dire, un petit peu ces progrès, quand après je suis reparti en compétition, tout le temps en travaillant, je le travaille encore, hein, c'est quelque Ouais, chose qui sera toujours un peu ouais, mon point faible, mais, euh, mais je suis reparti dans le circuit mondial, je suis reparti de tout en bas, donc du premier niveau mondial, j'ai réussi à regagner ces tournois-là, mais en produisant du judo différemment. mm, Donc j'ai réussi à aligner à la fois la défense, l'attaque, dans un but aussi de gagner la compétition. J'étais mm, plus que bien sûr. dans la méthode. Et du coup, après, j'ai regagné les championnats de France. J'ai gagné. Euh, j'ai refait des médailles sur le circuit Grand Chelem. Ouais. J'ai gagné des Grands Chelems. Et je le faisais en ayant un judo totalement différent. Enfin, totalement. Ça se voit à l'œil nu, c'est des fois un peu moins perceptible. Mais pour les connaisseurs, ça se Mm, voyait qu'en tout cas, je produisais des choses différentes. Et moi, je le sentais en tout cas, je le mm, sentais. Et j'étais aussi plus épanoui dans ma vie. mm. J'étais aussi, pour ça que je parlais tout à l'heure de l'épanouissement. J'étais moins blessé, tout ça, alors que je m'entraînais mieux. J'avais un entourage qui était beaucoup plus positif autour de moi. Et tout ça a énormément joué aussi, hein. Donc dans cette dynamique, voilà, j'ai essayé d'entretenir aussi tout ce que j'avais mis en place une fois qu'après j'étais reparti dans le circuit. Parce qu'après j'ai réintégré l'INSEP. Je l'ai réintégré Ouais. avec mes conditions aussi, Ouais. en gardant des choses. Et, euh, et là où c'est sympa, c'est que quand j'écris en 2019 mon plan, je marque médaille d'Europe au championnat d'Europe en 2022. Et Tu j'obtiens fais la cette médaille. médaille au championnat d'Europe en 2022. Donc c'était Ouais. un beau moment. Ok. Tout ce que tu te rends compte, finalement, le moment où tu te rends compte de tout ce que tu as mis en place et toutes ces difficultés t'ont amené à Mm. l'objectif que tu t'étais fixé, quoi. Ouais, l'objectif finalement que j'avais écrit, bah, il revient. Et en plus, j'avais oublié que j'avais marqué ça. Et en fait, c'était sur une des premières feuilles que j'avais fait. Et du coup, Ok. avec le préparateur mental, on débrief et il me dit, mais attends, mais est-ce qu'on l'avait vraiment marqué ça? Et je me rappelle, on regarde la feuille. Ah, si, on l'avait marqué. Génial. Ouais, Ok. Bah, merci beaucoup merci. pour tout ça. Une dernière question Ouais, pour conclure. Mais du coup, là, sur ton actualité, ouais. du coup, bah, malheureusement, t'as pas été, tu seras pas au JO Mm, de Paris. C'est quoi tes prochains objectifs, justement? On a parlé de pas ouais. mal de choses. Ça a été une difficulté pour toi bah, d'apprendre que tu n'allais pas faire ces JO. Vu tout ce que tu viens de nous dire, on imagine que bah, tu as déjà des plans et tu as déjà mis des choses en place. C'est quoi un peu tes futurs objets? T'en es où là et Ouais. comment tu vois les 4 prochaines années, du coup? Ouais, ouais, bah, c'est sûr que ça n'a pas été facile cette année parce que j'ai pas été sélectionné au jeu, mais
ça a été aussi une belle année parce que j'ai fait aussi des belles Bah oui. performances et je viens d'être médaillé au championnat d'Europe. Ben, voilà, je vais pas faire les jeux. On va dire que j'ai digéré les choses Mm. et je vais repartir sur le circuit mondial à la rentrée. Je vais essayer mon plan là, c'est d'obtenir une médaille au niveau du dessus sur un championnat du monde. Donc j'ai Ok. commencé à concocter un plan et donc, au niveau mondial ou olympique. Voilà, donc je vais réfléchir euh, plutôt par tranche de 2 ans. Donc je vais me projeter sur les 2 prochaines années. Puis après, on verra. Je referai un bilan, on peut dire, à mi-parcours, si je vais jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Mais en tout cas, là, sur les 2 prochaines années, j'ai déclenché un plan, on va dire, pour obtenir une médaille sur le niveau du dessus, en tout cas. Et ça sera les championnats du monde.